Ah voilà, ce parti, très chers invités, Balandia Congo Live, nos internautes de Paris, de France, du Royaume-Uni, merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler en votre chaîne, Congo Live et télévision. Aujourd'hui, comme on a analyste politique, Moko Yamboka, bon, Aza n'a pas si obédience n'a été, mais c'est un analyste politique. Il va nous faire une lecture du programme d'action du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, dont le membre de gouvernement ont été investis vendredi 6 septembre dans la chambre basse du Parlement, dans l'Assemblée nationale. Donc sur les 379, il y a eu 375. Donc ils ont reçu l'approbation de 375 députés. Mwanamboka Jess Numbi, bonjour et bienvenue. Bonjour Mwanamboka, nasepeli kokutana na bana mboka nyonso ya mokili mobimba. Surtout il y a Bao Light. Surtout bandeko na biso oyo baza na mikili mususu en dehors ya mboka na biso ya Congo à travers Congo Light, Congo Live plutôt, Congo Live, donc na pesi bango mbote place Bazali. Alors moi namboka Jess Numbi to banda to kota penza na masolo na biso ya lelo tozo le programme d'action ya Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba boyebi ke programme wana eza vraiment critiqué par bandeko ya opposition ba lobi programme wana eza chiffré té eza na chronogramme té, c'est un programme un peu trop ambitieux, mais yo mo en tant que moi namboka lecture de fait na ezanine. Dans ma camboyanine, il y a programme. On a 15 piliers. 16 piliers, il y a gouvernement. Je pense que ce programme est un programme très ambitieux. Voilà, esa réalité. C'est très ambitieux, mais lorsque l'on fait la politique, lorsque oza na niveau wana ya kokamba gouvernement ya République démocratique du Congo, il faut avoir des ambitions parce que sinon on ne peut pas vous donner de telles responsabilités si nous n'avons pas des ambitions à la taille de notre pays. Donc ambitieux, je trouve que c'est très important et même c'est ce qu'il fallait que nous puissions avoir comme programme. Le gouvernement, le Premier ministre a présenté programme moko et zui pratiquement aspect nyonso ya via ya ba congolais ya via mboka. Donc c'est très important que chaque secteur soit touché. Mais la critique qui est donnée parce que nous sommes en démocratie et la démocratie se construit sur les critiques, critiques positives et négatives. Eza penza Ndenge Sengeli Mboka et Kambama. Donc, en ce jour, c'est très important que nous puissions relever quand même que Bana Mboka Oyo ba lobeli makambo ya chiffre bazana torté parce que le Premier ministre devrait nous présenter un programme chiffré. C'est vraiment déplorable qu'on ait constaté que les chiffres sont athées. Mais oyo est un problème makasité pour nanini. Pour Tokanisi, sûrement, le Premier ministre se donne la chance de bien présenter les chiffres dans les différents budgets. Parce que nous sommes pratiquement dans la session budgétaire dans une semaine. Le gouvernement, ou dans quelques jours, le Parlement va rappeler le gouvernement pour présenter le budget. Donc, dans la session budgétaire, c'est très important. Le budget viendra maintenant concrétiser la vision qui a été définie. Donc, généralement, dans la pratique, on présente un programme avec des chiffres. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. En fait, le rôle à présenter vision, nous voulons maintenant le sentir dans le budget qui sera présenté dans quelques jours. C'est alors peut-être qu'on pourra juger par rapport aux chiffres. Mais je pense que l'idée qu'elles présenté dans le programme WANA, c'est vraiment très très ambitieux et très intéressant pour la République démocratique du Congo. Les idées, nous apprécions tous parce que nous sommes Congolais, mais le fait qu'il n'y ait pas de chronogramme, je répète cette question, qu'il n'y ait pas de chronogramme, qu'il n'y ait pas de chiffres, en fait ça donne, c'est comme si ça donne à dire comme c'est une utopie. Effectivement, lorsque on présente un programme, un budget sans chronogramme et sans chiffres, il est difficile de faire un audit, il est difficile de faire un contrôle. C'est pour ça que je pense que le Premier ministre, en présentant une vision générale, sans chiffres, devrait
sachant qu'il a une contrainte dans quelques jours de présenter un budget, il va effectivement définir des chronogrammes bien sectarisés selon les différentes années. Donc nous aurons des budgets annuels qui vont effectivement matérialiser le grand programme ou la grande vision qui a été présentée par le Premier ministre. Je ne sais pas dire pourquoi il n'a pas voulu mettre les chiffres. Peut-être qu'il a voulu aussi éviter l'utopie parce que on a beaucoup... mais du moins, le public a voulu comprendre que non, durant 2 ou 3 ans ou 4 ans, je veux faire ceci. Par exemple, je vais installer par exemple une structure de lutte contre la corruption dans 2 ou 3 ans. C'est ça, on voudrait que cela soit de la sorte. C'est pour ça effectivement qu'il y a un budget annuel. C'est à partir de ce budget que nous allons juger. Nous allons constater effectivement, est-ce qu'il y a de la volonté dans la vision qui nous a été présentée ou est-ce qu'il n'y a pas de volonté. Il est très important que l'on puisse nous présenter des chronogrammes par rapport aux différents budgets que nous aurons. Il est aussi très important que le gouvernement qui va s'installer puisse nous montrer exactement comment ils vont récolter les fonds, parce que ça aussi c'est très important. Il est bien beau de parler de toutes ces ambitions, mais il faudra nous démontrer comment on va financer. Quelles sont les taxes qui seront faites, parce que nous avons des taxes, nous allons lutter contre la corruption comme on l'a dit, mais c'est pour gagner combien? Nous devons chiffrer ça. On ne devra pas rester dans les théories du genre il y a 15 milliards qui nous échappent, donc mais les 15 milliards qu'on n'a jamais su. Non, je ne condamne pas, mais j'essaie tout simplement de réfléchir à la place du Congolais lambda, mais en même temps, j'essaie de me mettre à la place du Premier ministre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne conçois pas un Premier ministre qui est économiste de surcroît puisse élaguer les chiffres de son programme. Donc pour moi, il devrait y avoir des chiffres, mais quand il n'y en a pas eu, je suppose que le Premier ministre préfère les présenter dans les différents budgets qui seront présentés d'ici 1 mois. Mais sinon, si on n'a pas des chiffres, on a une difficulté, c'est sur quelle base nous allons juger ce programme, parce qu'il est très ambitieux, mais il reste aussi vague. Jess Noumi, l'opposition a boycotté vendredi 6 septembre sa participation lors de l'investiture de membres du gouvernement Ilunga Ilukamba. Déjà, lors de la présentation du projet, il y avait, que je dirais de quoi, il y avait des discours différents. Les discours que lisait le Premier ministre et puis le discours qu'on avait remis aux députés nationaux qui n'était pas le même. Ça a été remis pas dans les 48 heures comme exigé par le règlement d'ordre intérieur d'abord de l'Assemblée nationale, et puis il y a le temps imparti accordé à l'opposition parlementaire. Il y a même Christophe Lutundula à qui on a refusé la parole. Quelle lecture de fait faites-vous? Alors, je pense que l'opposition boycotter une séance, c'est leur droit. Hein. Ils jouissent de toute leur liberté. Nous sommes en démocratie, ils peuvent ne pas participer. Mais moi, personnellement, je ne conseillerais pas cette stratégie. C'est une stratégie un peu... personnellement, que je trouve un peu enfantin de faire trop des caprices dans ce sens-là. Il serait important, je viens de vous dire tout à l'heure que le débat qu'il y a eu au Parlement était très important parce qu'il y a des questions qui ont été relevées, que ce soit par les membres de l'opposition comme de la majorité parlementaire. Ils ont relevé les chiffres, les questions de chronogramme, les questions liées au financement. Ça a été relevé par les deux camps. Donc je pense que le débat est important. Nous savons tous qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas présent, le vote devait être à la majorité parlementaire. C'est naturel, c'est un peu ça la démocratie. Mais cette manie de créer des boycotts tout le temps pour se faire parler d'eux, c'est personnellement, je trouve ça un peu enfantin. Hein. Si on doit chaque fois qu'il y a une décision et que vous savez que ça ne passerait pas, vous allez tous... enfantin lorsque tout passe en faveur de alliés au pouvoir. Mais c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est une dictature de la majorité. Nous devons comprendre cela. Lorsque l'on parle de la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Ça signifie que le débat existe, l'opposition apporte sa contribution, l'opposition discute et donne ses avis, mais la majorité reste la majorité. C'est la majorité qui va gagner. La majorité va tirer les draps de son côté. C'est le jeu politique, ça ne se ferait pas autrement. Ce ne sont pas des cadeaux que la majorité donnerait à l'opposition pour dire, ben voilà, cette fois-ci, on vous laisse gagner. Ça ne marche pas de ce sens-là. Donc la majorité fait
tous ces efforts pour garder le pouvoir. Et c'est ça la loi de la démocratie. Alors, l'opposition a relevé certains points qui sont peut-être réalistes. La démocratie exige également la liberté d'expression. Tout à fait. C'est pour ça que quelqu'un son temps de s'exprimer librement. Il y a le temps qui est défini. Il y a un règlement d'ordre intérieur au niveau du Parlement. C'est à la présidente de respecter ce règlement. Donc, si elle estime que telle personne, il faut lui retirer. Ils ont estimé que la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas respecté ce timing-là prévu. Ben, comme vous le dites, c'est un avis. Hein, c'est un avis. J'ai suivi. C'est un constat. J'ai suivi. Non, c'est un avis. Ça a été balancé dans les réseaux sociaux, Daniel Mbaou et consorts. C'est un avis de l'opposition. Comme je venais de vous dire, il y a cette manie un peu trop capricieuse hein, de réagir de nos politiciens et c'est pas très sérieux hein, du tout. Quand la population a suivi au Parlement toutes les discussions qui ont pris pratiquement toute la journée et même une partie de la nuit, voyez-vous, ils ont travaillé et tout le monde, nous les avons suivis, tous parlaient. Alors, si on a retiré la parole à un monsieur, il ne faudrait quand même pas que l'on puisse arrêter toute une république parce qu'on a retiré 2 minutes à un monsieur qui devait faire d'ailleurs des rédits, voyez-vous. Donc, il faudrait que l'on puisse quand même grandir. Lorsqu'on a refusé à Lutundula, il faudrait que l'on puisse quand même grandir quand l'on fait les activités de l'État. C'est le président de l'Assemblée nationale qui juge opportun de donner à tel ou à tel autre et qui peut retirer la parole. Ça fait partie de ses prérogatives. Donc il faudrait qu'on le lui respecte, qu'on le lui rende cette responsabilité, ce droit. C'est tout à fait légitime. Alors il ne faudrait pas que chaque fois qu'il y aurait... Parce qu'en fait, la présidente est là, c'est raison. Il faudrait peut-être aller discuter avec elle pour savoir pourquoi elle a retiré la parole à telle ou pourquoi elle a écourté. Mais vous l'avez remarqué, vous avez suivi le temps de parole de tel ou tel autre. J'ai suivi la plénière, je n'ai pas suivi en entièreté. Donc, en direct, je n'ai pas suivi ce moment où on a refusé la parole à quelqu'un, mais j'ai suivi quand même beaucoup d'éminentes personnalités de l'opposition qui se sont déployées pendant 14 minutes, en fait pendant 7 minutes, pendant 8 minutes, pendant 12 minutes. J'ai suivi, et que ce soit du G7, de la Mouka ou des autres regroupements de l'opposition et même des indépendants. J'ai suivi. Tout le monde s'exprimait et des fois même avec des propos un peu plus discourtois envers le Premier ministre. Donc j'estime que la démocratie a été respectée. S'il y a quelqu'un qui s'en plaint, il pourrait toujours... ça arrive dans une communauté des humains. Il peut toujours présenter ses moyens de recours. Mais ce n'est pas pour cette raison que l'on va demander à ce que tous les parlementaires de l'opposition quittent la salle parce qu'on leur a refusé 2-3 minutes de plus, voyez-vous. Pour eux, c'est comme si l'Assemblée nationale, sous le régime Kabila, se répétait. Ils ont toujours fait la même chose, voyez-vous, et nous les connaissons. Ils reviendront au Parlement parce qu'ils reviendront pour prendre leurs émoluments. C'est malheureusement ça que nous déplorons. Parce que lorsque vous estimez que vous n'êtes plus d'accord, alors partez, quittez. Ils ne quitteront jamais. Ils vont continuer à faire ces caprices et ils vont revenir au Parlement. Le jour des émoluments, ils vont passer pour prendre leurs émoluments. Et puis après, ils continueront à faire du tapage. C'est une stratégie, comme je venais de vous dire, d'un enfant qui veut qu'on parle de lui, qui veut qu'on sente qu'il est présent. Alors il fait un peu de caprice, malheureusement. Mais quelle stratégie doivent-ils mettre en place pour éviter ce qui s'est passé la fois passée, donc 2 poids 2 mesures? Par rapport à quoi? Temps de parole. Je vous ai dit que ça, le temps de parole, c'est la gestion du... C'est ça, ma question est celle de savoir quelle stratégie, en lieu et place de la politique de la chaise vide, comme ils l'ont fait hier. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les stratégies qu'ils doivent monter en tant qu'élus nationaux pour pallier à ces problèmes? Je pense que tous les députés, ils savent très bien qu'il y a des cadres officiels dans lesquels ils discutent. Il y a la conférence des présidents de groupes parlementaires. C'est là que se discutent de telles questions. Il y a leur assemblée où ils peuvent discuter du respect de ce règlement. Et même la personne de la présidente de l'Assemblée nationale, elle est disponible. Ils peuvent aller le rencontrer et présenter leurs desiderata ou leurs soucis, présenter leurs doléances. Je pense que c'est des droits qu'ils doivent le faire. Alors, le respect du temps,
je pense que tout se définit dans la conférence des présidents, tout se définit déjà à l'avance, et la présidente, elle vient, elle explique, voilà, nous travaillerons de cette manière, et cela s'est fait. Alors, s'il y a la meilleure stratégie, à mon avis, c'est de lutter à l'interne, c'est de rester présent et de continuer à se battre pour que la démocratie soit respectée. Il peut y avoir des petits couacs, mais quitter le bateau n'est pas la meilleure solution. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. On l'a remarqué dans ce pays depuis 1990. Chaque fois que l'opposition a quitté, c'était effectivement pour permettre à ce que le pouvoir puisse passer sans heurts. Et ça, ce n'est pas la meilleure stratégie. La démocratie voudrait qu'il y ait le choc. Rester, discuter, parce qu'en quittant, si en quittant, vous n'allez rien bloquer, vous n'allez rien changer, alors pourquoi partir? Parce qu'en fait, la population ne vous a pas envoyé. Un parlement dominé par les députés de alliés, du Front commun pour le Congo, de la majorité, pour le changement. Appelez ça comme ça, c'est la réalité, c'est la majorité parlementaire. Alors, le Parlement est... Mais qu'est-ce que l'on veut dire par là? Que l'opposition doit quitter l'Assemblée? Vous voudriez dire qu'ils pratiquent la politique de la chaise vide ou pas, ils ne pèsent pas parce qu'il y a déjà une majorité parlementaire. C'est ça la réalité, c'est une réalité et ils ne peuvent pas continuer à se comporter, je répète encore, de manière enfantine. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'il y a une majorité et c'est cette majorité qui va gagner. C'est naturel et c'est normal. Alors le débat qu'il y a, ils apportent leurs idées, ils apportent leur voix pour contrebalancer et permettre à ce que la démocratie continue. Mais lorsqu'ils se retirent, et ils ne participent plus au débat ou au vote, je pense qu'ils sont en train de vouloir biaiser la démocratie. Mais malheureusement, moi je dirais, si vous pensez que votre voix ne pèsera pas dans une majorité, alors qu'ils disent qu'ils doivent quitter, je ne pense pas qu'ils doivent quitter l'Assemblée parce que l'Assemblée est majoritaire. Ce gouvernement a reçu l'approbation de 375 au lieu de 500. Voilà, c'est ça la démocratie, effectivement. Parce que sinon, nous aurions eu 500 et puis on nous dirait c'est de la dictature. Donc je pense que c'est le respect de la démocratie. Il y a 150, en fait, une centaine qui n'ont pas voté pour le gouvernement. Ils devraient être là pour voter non. Au respect de la démocratie, ils n'ont pas reçu l'approbation des députés de l'opposition, de parlementaires de l'opposition. C'est de bonne guerre, c'est normal. C'est la démocratie. Ce serait encore une surprise si toute l'opposition votait pour ce gouvernement. D'ailleurs, ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Jess Numbi, nous atterrissons déjà. Comment expliquez-vous, parmi les piliers, voudrais-je dire, parmi les piliers du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, il a évoqué qu'il créera une structure pour lutter contre la corruption. Pendant que, à la présidence, il y a l'affaire de 15 millions de dollars qui défraie la chronique. N'est-ce pas là un parallélisme? Soit il veut juste nous donner un beau discours, mais sur le fond, il n'y a rien. C'est un discours, comme vous venez de dire, qui devra être matérialisé. Je ne voudrais pas parler des 15 millions parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore... cela n'a pas été prouvé. Donc c'est encore des spéculations, comme vous dites, dans les réseaux sociaux. Mais il y a eu obstruction des enquêtes des inspecteurs généraux de finances, Jess Numbi. J'ai suivi un rapport qui est fait avec des documents de la Robank, que ces 15 millions existerait toujours dans un compte à la Robank. Donc, je ne veux pas me vertuer dans ce domaine-là. Alors, c'est la présidence qui a envoyé l'inspection. Si la présidence demande que l'inspection puisse changer sa mission, moi, je ne veux pas rentrer aussi dans ce débat-là parce que c'est la présidence qui leur a donné cette mission. C'est le patron qui peut décider d'écourter la mission ou de la suspendre. Les raisons, on les donnera, mais je ne veux pas me fier à ce qui est en train d'être distillé dans les réseaux sociaux. C'est un peu irresponsable de ma part. Distillé pendant que le mouvement citoyen ont pris d'assaut le rue de Kinshasa pour réclamer la traçabilité de ce 15 millions des entreprises pétrolières. C'est même très important ce qu'ils ont fait. Hein. Les jeunes qui ont... C'est notre droit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous évoquez des informations qui paraissent nouvelles pour ces mouvements citoyens, pour non, mais la réalité, cette population qui était dans la rue. La réalité, c'est que même ces mouvements citoyens,
Ils demandent la traçabilité, mais ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Ce sont des questionnements, ce sont des rumeurs. C'est sur base de ces rumeurs qu'ils ont demandé milliers de personnes, ces milliers d'intellectuels dans le mouvement citoyen, mais qui n'ont rien, des intellectuels dans le mouvement citoyen, qui n'ont rien comme preuve. Je suis désolé, être intellectuel n'est pas avoir des diplômes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais c'est pas nécessairement ça qui fait de chacun de nous intellectuel. Et même avoir raison ne signifie pas nécessairement parce qu'on est intellectuel. On a eu des rumeurs, personne n'a des preuves. C'est des intellectuels que je respecte et je respecte leur droit de marcher, de réclamer, parce que c'est notre droit à la population, la redevabilité. Le gouvernement doit nous expliquer, le président doit nous expliquer, le DIRCAB, le directeur de cabinet du chef de l'État, doit nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le droit à l'information, le droit à cette redevabilité, je pense que c'est notre droit et on doit le faire. Mais, par ailleurs, parler de la commission contre la corruption, ça c'est très important, mais je voudrais que ça soit réaliste parce que dans ce pays, on a quand même eu beaucoup de slogans comme ça. Hein. Le chef lui-même a déjà une structure là à la présidence qui s'occuperait de ça. Le président sortant avait encore un conseiller chargé des questions de lutte à l'époque, oui. La corruption, qui nous a parlé de 15 milliards qui étaient en train d'être dilapidés. En fait, oui, mais on n'a jamais saisi ces 15 milliards, ces fameux 15 milliards. Je pense qu'on doit quitter un peu les théories et les bonnes intentions et aller directement dans la pratique. Moi, plutôt, le pilier qui m'intéresserait le plus, c'est de parler effectivement de la diversification de l'économie. Parce que tous les problèmes que nous connaissons, c'est des problèmes de pauvreté. C'est des problèmes de pauvreté. Lorsque nous aurons une économie florissante, une économie capable de pouvoir résorber le chômage, capable de pouvoir générer des recettes supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir toutes les intentions que nous présentons, que le gouvernement nous a présentées. Si c'est pour travailler avec un budget de 4 milliards, je pense que c'est des bonnes intentions, c'est un chapelet de bonnes intentions utopiques. Donc nous n'aurons jamais à atteindre ce que nous visons comme objectif. Mais ce qu'il nous faut, c'est que le gouvernement puisse innover. Parce que s'ils vont continuer dans le même schéma, alors là, je pense qu'on n'aura rien. Il faut innover, il faut aller sur d'autres sentiers qui n'ont jamais été exploités. Il faut ouvrir effectivement tous les champs de bataille pour que l'économie puisse être diversifiée. Il faudrait que demain, que nous quittions les bonnes intentions et que nous soyons sur terrain pour booster notre économie. J'entends, on parle déjà des NTIC, j'entends, on parle du numérique, on parle... La numérisation. Ouais, on parle... Moi, mon souci, c'est que le gouvernement doit vraiment innover pour trouver des nouvelles sources de recettes. Si on voudrait peser seulement sur les taxes qui existent et essayer de les multiplier, je pense que nous serons limités et nous ne pourrons jamais atteindre le plein emploi que nous sommes en train de poursuivre. Parce qu'en fait, moi je vois, quand je lis le programme du gouvernement, je pense qu'il faut nécessairement un budget qui va nous amener à un budget annuel qui peut aller jusqu'à 15 milliards de dollars, alors nous pouvons espérer atteindre les objectifs qui ont été présentés par le gouvernement national. Jess Numbi, quelles sont les conditions? Vous avez évoqué l'innovation, le gouvernement doit innover pour essayer un peu de diversifier ses sources de recettes, comment essayer d'organiser ces recettes-là. Mais quelles sont les conditions? Est-ce que la RDC est prête pour innover? Par exemple, avec les projets de la numérisation, pendant que dans certaines provinces, il y a de ces populations-là qui n'ont même pas d'électricité, où la connexion Internet fait défaut. Effectivement, c'est sur tout ce terrain-là que le gouvernement doit se pencher, parce que lorsque nous parlons de l'innovation, il faut mettre un cadre. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement crée un cadre propice pour permettre à ce que les investissements soient faits. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous souhaiterions qu'il y ait des millions et des milliers de milliards de dollars qui puissent venir pour l'investissement. Et généralement, ici, je voudrais dire qu'il faut de l'investissement direct. C'est ce qui va nous permettre de booster notre économie. Si nous arrivons à attirer ces investissements directs, surtout des privés qui viennent investir chez nous, nous pourrons effectivement rivaliser au challenge qui est le nôtre. Mais si nous devons
toutes ces questions que tu viens de présenter, notamment le courant, l'électricité ou d'autres questions, notamment les infrastructures routières et autres, ce sont des défis qui se présentent à nous et que nous devons relever. Mais les moyens existent en fait, les moyens potentiels existent, il faut les transformer. C'est là que je parle de l'innovation. C'est que le Congo est un scandale, comme on le présente toujours. Le Congo est riche, comme on le présente entre guillemets, parce que c'est la richesse potentielle qui est évaluée à plus de 24 000 milliards en termes du sous-sol de la RDC, mais il faudrait maintenant amener ces potentiels à la réalité. C'est là qu'on doit innover. Nous avons évolué depuis presque 60 ans maintenant dans ce pays. On a fait presque la même chose et on n'a pas réussi. Il faut alors ouvrir d'autres sentiers. Il faut essayer de faire autrement pour que nous puissions décoller. Parce que si nous devons décoller avec une croissance de 7%, je ne pense pas que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons. Nous sommes très bas. Il faut nécessairement aller à une croissance qui va au-delà, à une croissance à 2 chiffres. Mais moi, je voudrais qu'on aille même jusqu'à 17% ou 18% l'an de croissance économique. C'est alors que nous pouvons parler d'un miracle congolais. Et c'est possible, avec le potentiel qui est nôtre, si nous essayons d'exploiter les autres, d'innover dans d'autres domaines, notamment la diplomatie, une diplomatie économique très, très agressive, pour essayer d'attirer les investisseurs de tous bords, que nous ne puissions pas fermer notre pays à toutes les sollicitations qui sont là, que nous allions un peu partout, pas seulement l'Asie, l'Amérique latine, le Nord même, que la Russie, un peu partout, qu'ils viennent investir effectivement dans ce pays et permettre à ce que nous puissions améliorer notre productivité, notre PIB. Merci beaucoup, Jess Numbi, analyste sociopolitique. Je vous ai présenté comme politique, mais on a plus martelé sur l'économie, socio-économique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, banapoto bolandi ndeko Jess Numbi, penza azali mwana mboka maele, penza atalisi biso eloko kamusinga na miso atalisi biso ba secteur mususu oyo gouvernement oyo ezali investi déjà esengeli exploité pona kokotisa susu misolo na kati ya mboka ya Congo. Totonde bino botondi bino nyonso balandi ya France, ya Paris, ya Belgique, partout. Merci pour na ba remarque na bino, ba suggestion na bino bosala kabiso. Tokutani bongo na émission o ezali koya. Merci. En tout cas, j'aimerais avoir le lien, comme ça vous avez d'abord déjà d'emblée l'entrée en exercice du gouvernement parce que ça faisait déjà 8 mois qu'on n'avait pas de gouvernement et aujourd'hui l'investiture est une bonne chose. Les Congolais attendent beaucoup de ce gouvernement. Le programme a été présenté, c'est vraiment un programme très ambitieux comme on le dit, mais pour moi être ambitieux c'est très positif parce qu'on ne dirigerait pas un pays sans ambition. C'est comme ça que je pense que c'est très bien qu'ils aient des ambitions, mais est-il que les critiques qui sont faites sont fondées, hein? Ils sont fondés dans la mesure où le gouvernement nous laisse quand même un tout petit peu perplexes sur son chronogramme et sur son budget, donc comment il sera exécuté, à quelle hauteur les recettes et même les dépenses, et comment il sera disponibilisé pour chaque territoire. Donc ce serait quand même très important, mais j'ai confiance au Premier ministre. Je pense que ce programme présente une vision très globalisante, mais dans les budgets que nous aurons déjà pour le budget 2020 tout à l'heure, très bientôt, j'estime que nous aurons les chiffres et des chronogrammes bien détaillés qui nous permettront effectivement de faire un suivi. Parce que sans chronogramme, sans chiffres, il sera vraiment difficile de faire de l'audit de ce programme.